Un convoi de 57 camions traverse une route déserte, près de la frontière togolaise, juste avant l'aube. Le ciel se verrouille, tandis qu'un drone émerge pour surveiller les mouvements. Sous des sacs de farine et des caisses de lait, des armes, des grenades et des roquettes sont découvertes. Ces cargaisons, marquées du code 2023, valent 700 millions de dollars. Ce n'est pas la marchandise elle-même qui frappe, mais son organisation méticuleuse. Une opération logistique parfaite camouflée dans la routine quotidienne. Mais à qui profite cette ingérence? Et pourquoi l'État n'a-t-il rien vu venir? Ibrahim Traoré suit cette opération de près, en temps réel. Il sait que la situation dépasse un simple trafic de marchandises. Comment un réseau invisible peut-il se déplacer sans alerter les autorités? Cette question devient cruciale. Comment réagir face à une menace qui progresse sans la moindre violence apparente? L'opération de saisie des camions marque un tournant pour le Burkina Faso et pour l'ensemble de la région du Sahel. Le gouvernement sous la direction de Ibrahim Traoré se retrouve face à une crise qui dépasse largement la simple capture d'armes. Ce n'est plus une question de sécurité frontalière, mais de résistance à une ingérence géopolitique bien plus profonde. Chaque camion arrêté révèle une méthode, des itinéraires et des horaires parfaitement synchronisés, des instructions fragmentées et des chauffeurs n'ayant aucune connaissance du plan complet. Un réseau capable d'opérer avec une telle précision n'est pas un simple trafic, c'est un test de résilience pour l'État burkinabé. Si ce système invisible peut échapper à la détection, d'autres, bien plus complexes, pourraient en suivre. L'enjeu est clair. Ibrahim Traoré doit rapidement prendre des décisions cruciales pour éviter une déstabilisation plus large. Mais comment répondre à une menace invisible qui semble se déployer lentement, sans jamais se faire remarquer? Ce n'est pas seulement une crise de sécurité, c'est un test de souveraineté nationale. La capacité de l'État à voir au-delà de l'apparence banale de la logistique détermine sa réaction face à des menaces futures. Le premier camion est intercepté à la frontière, sous des sacs de farine et des caisses de lait. À première vue, rien d'anormal. Mais sous une inspection plus poussée, des armes sophistiquées, des grenades et des roquettes sont découvertes marquées du code 2023. Ce n'est pas la nature des objets saisis qui est surprenante, mais la façon dont ils ont été dissimulés. Chaque caisse, chaque compartiment semble avoir été soigneusement calculé. Ce n'est pas le fruit d'une improvisation, mais d'une opération militaire parfaitement exécutée. Mais cette découverte n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui inquiète vraiment, c'est la précision des itinéraires et la synchronisation des camions. Au fur et à mesure que les enquêtes avancent, il devient évident que ces camions ne sont pas partis d'un seul endroit. Ils viennent de points de départ différents, mais se dirigent tous vers le même point d'arrivée. Chaque chauffeur reçoit des instructions fragmentées, n'ayant aucune idée de l'ampleur de l'opération dans son ensemble. Cette fragmentation empêche toute fuite d'informations et rend le réseau quasiment indétectable. C'est un stratagème calculé pour passer inaperçu, mais aussi pour tester la capacité de l'État à détecter une menace organisée. Le temps joue contre les autorités. Ibrahim Traoré, informé en temps réel, suit chaque étape de cette opération. Il comprend que cette saisie n'est pas un incident isolé, mais un test méthodique de l'état de préparation du Burkina Faso face à une menace transnationale. En moins de 2 heures, les enquêteurs découvriront que les camions sont arrivés en parfaite synchronisation. Une organisation trop parfaite pour être le fruit du hasard. À chaque nouvelle interception, la situation devient de plus en plus inquiétante. Ce n'est plus une simple opération de contrebande, mais une véritable ingérence géopolitique. Au cœur de cette opération, un homme se distingue, le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières de la région des Canaris. Son rôle devient crucial alors qu'il comprend rapidement que ce convoi est trop organisé pour être une simple tentative de contrebande. Un vétéran de la surveillance des frontières, Kaboré a l'instinct d'un homme habitué à repérer les anomalies dans le paysage apparemment ordinaire des routes. Dès qu'il perçoit une irrégularité, il alerte ses hommes et met en place une stratégie d'interception discrète. Il ne fait aucun doute pour lui que ce convoi cache une menace plus grande. Son expérience lui permet de saisir la gravité de la situation, avant même que l'État ne puisse pleinement évaluer l'ampleur de l'opération. Kaboré et son équipe prennent des mesures rapides et efficaces. Ils interceptent le premier camion, puis un deuxième et un troisième.
À chaque interception, la nature de la menace devient de plus en plus évidente. Ce qui semblait être un trafic de marchandises illégal devient rapidement un dossier géopolitique de grande envergure. Les actions de Caboret ont un impact immédiat. Elles inversent le cours des événements, transformant ce qui pourrait avoir été un incident isolé en une barrière de protection stratégique pour l'ensemble du pays. Cependant, chaque arrêt de camion met également en lumière un réseau bien plus vaste, un réseau qui semble avoir anticipé chaque mouvement des autorités, avec des itinéraires convergents et une planification rigoureuse. L'influence de Caboret va bien au-delà de ses actions immédiates. Il devient le symbole de la vigilance nationale, un homme capable de repérer les signes faibles d'une crise imminente et de prendre des décisions critiques dans le chaos. L'opération prend un tournant décisif lorsqu'un simple contrôle de routine se transforme en une série d'interceptions inattendues. Le premier camion est arrêté, puis le deuxième, et un troisième suit rapidement. Sous des sacs de farine et des caisses de lait, des armes de haute technologie sont découvertes. Ce n'est pas un simple trafic de marchandises. À chaque interception, les enquêteurs réalisent que ce qui semblait être un accident isolé est en réalité une opération méticuleusement orchestrée. Les instructions des chauffeurs sont fragmentées, ce qui empêche une vue d'ensemble. Chaque conducteur sait seulement une partie du trajet, mais personne ne connaît l'itinéraire complet. Les camions viennent de plusieurs points de départ différents, mais tous convergent vers un même point d'arrivée. L'organisation de cette opération est frappante. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail, du moment choisi pour l'interception à la manière dont les camions ont été dissimulés, indique une planification militaire. Ce réseau, invisible à première vue, fonctionne comme un mécanisme parfait. L'opération est fluide et son objectif est clair, infiltrer le système sans attirer l'attention des autorités. Ce n'est pas un acte de contrebande banal, mais une manœuvre géopolitique visant à tester la capacité de l'État à réagir face à une menace bien dissimulée. En moins de 2 heures, l'enquête se transforme en un révélateur de méthode. Les enquêteurs découvrent rapidement que les 57 camions n'ont pas quitté le même point de départ. Cette information bouleverse complètement l'analyse initiale. Ce n'est pas un simple trafic de marchandises, c'est un test minutieux de la résilience de l'État burkinabé face à une menace transnationale. Le but n'est pas de livrer des armes, mais de vérifier la capacité du gouvernement à détecter un réseau dissimulé sous une couverture banale. Le timing devient un élément central. Les chauffeurs mentionnent un créneau horaire spécifique entre 3h45 et 4h20 dans lequel la route devait être dégagée. Cette précision met en lumière un autre aspect crucial. Ce réseau a anticipé les contrôles frontaliers. L'État n'avait pas seulement à surveiller les itinéraires, mais aussi les moments où ces itinéraires seraient vulnérables. Cette fenêtre temporelle démontre une maîtrise de l'information, une capacité à anticiper le moindre mouvement des autorités. Ce niveau de précision dépasse largement les attentes d'un trafic traditionnel. L'opération s'est organisée de manière à ne laisser aucune chance de détection. Chaque camion intercepté enrichit l'enquête, dévoilant peu à peu l'ampleur de l'opération. Les chauffeurs, bien que ne connaissant qu'une partie du plan, révèlent des informations clés. Des points de regroupement, des itinéraires secondaires utilisés pour contourner les contrôles, des codes cryptés sur les téléphones des chauffeurs. Tout cela confirme qu'il s'agit d'un réseau bien plus vaste. L'interception des camions devient une pièce essentielle du puzzle. Plus les autorités avancent dans leur enquête, plus elles réalisent que ce convoi n'est peut-être que la partie visible d'une structure bien plus complexe, conçue pour tester la capacité de l'État à détecter une menace qui semble se fondre dans la routine. Les premières analyses révèlent une vérité inquiétante. L'État burkinabé est non seulement confronté à un réseau criminel organisé, mais aussi à une ingérence géopolitique qui utilise la logistique ordinaire comme couverture pour des actions de grande envergure. Le défi devient alors double: comprendre cette menace avant qu'elle ne devienne incontrôlable et réagir avec suffisamment de rapidité pour limiter son impact. Les premières saisies des camions ont été frappantes, mais les chiffres qui suivent révèlent la profondeur de l'opération.
Les enquêteurs découvrent rapidement qu'en plus des armes, la cargaison comprend des équipements militaires de haute technologie dont la valeur totale avoisine les 700 millions de dollars. Ce chiffre n'est pas simplement un indicateur économique, mais un signal clair de la dimension stratégique de l'opération. Une telle valeur ne se justifie pas par un simple trafic de marchandises. Elle implique une volonté de déstabilisation plus large. Mais au-delà des chiffres, ce qui intrigue encore plus, ce sont les autres éléments découverts lors des saisies. Des systèmes de communication cryptés, des documents avec des horaires et des itinéraires précis, et des informations sur des points de contrôle frontaliers à contourner. Les camions sont répartis sur plusieurs itinéraires différents, mais leur convergence vers un même point montre une organisation géopolitique qui dépasse le cadre local. Chaque camion semble avoir été soigneusement placé sur une route distincte, mais les horaires de passage sont réglés de manière à garantir qu'ils arrivent presque simultanément. Cela suggère une coordination d'une précision militaire. Les documents retrouvés dans les camions, en particulier ceux relatifs aux horaires précis, révèlent que les responsables de l'opération avaient anticipé la moindre faiblesse dans les contrôles frontaliers. Une fenêtre temporelle entre 3h45 et 4h20, mentionnée par plusieurs chauffeurs, est un indicateur clé. Ces horaires ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une analyse minutieuse des points faibles de la sécurité frontalière. De plus, le mode opératoire des chauffeurs montre une sophistication inquiétante. Les instructions étaient fragmentées, chaque conducteur n'étant informé que d'une partie du trajet. Cela leur permettait de limiter les risques de fuite d'informations. Cette fragmentation empêche une vue d'ensemble, ce qui rend l'opération difficile à détecter, même avec un contrôle minutieux. Cependant, à mesure que l'enquête avance, des connexions se dessinent entre ces informations fragmentées et les enquêteurs comprennent que l'opération ne se limite pas à une simple tentative de trafic. Il s'agit d'une stratégie plus vaste visant à tester la capacité de l'État burkinabé à détecter un réseau transnational bien organisé. Les chiffres ne mentent pas. 57 camions, 700 millions de dollars de matériel militaire et une logistique de précision. L'analyse des itinéraires et des horaires montre qu'une coordination d'une telle envergure ne peut pas être le fruit du hasard. De plus, les documents retrouvés sur les chauffeurs révèlent un lien direct avec des acteurs extérieurs, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle l'opération est bien plus qu'un simple trafic de marchandises. Ce réseau, opérant dans l'ombre, met en lumière les failles du système de sécurité, mais aussi la capacité de l'État à réagir face à cette menace invisible. Les chiffres, bien que frappants, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce sont les connexions entre les éléments qui révèlent toute la complexité de l'opération. Les théories qui émergent autour de l'incident de saisie des camions divergent fortement, mais deux principales perspectives se dessinent clairement. La première, défendue par certains analystes, minimise la portée de l'événement. Selon eux, il s'agirait simplement d'une opération de contrebande sophistiquée, amplifiée par la mise en scène politique. Le Sahel étant une zone de transit pour les flux illicites, l'interception d'un convoi aussi imposant ne serait qu'une variation quantitative d'un phénomène ancien. Pour ces analystes, l'État burkinabé exagère les enjeux de cette saisie afin de renforcer son autorité interne et justifier un durcissement de la sécurité. Selon cette lecture, la saisie ne serait qu'une illustration des capacités renforcées de l'État à lutter contre le trafic d'armes. Cependant, une seconde interprétation, plus technique, admet que l'opération de saisie est bien réelle, mais considère les événements comme le travail d'un réseau criminel transnational. Ces réseaux, bien rodés et habitués aux failles sécuritaires du Sahel, auraient utilisé des méthodes de coordination sophistiquées pour dissimuler leur trafic. Les horaires et les itinéraires des camions sont une preuve supplémentaire de cette sophistication. Dans cette lecture, l'ampleur du trafic, le volume des armes et la précision des horaires ne seraient que des aspects techniques destinés à éviter les contrôles. Cette théorie soutient que, bien que l'événement ait un impact considérable, il ne reflète pas une ingérence géopolitique, mais plutôt un acte de grand banditisme. Cependant, une analyse plus approfondie de ces deux points de vue montre leurs limites respectives. La thèse du simple trafic d'armes, malgré sa plausibilité apparente, échoue à expliquer la précision militaire du plan, la coordination des itinéraires, la synchronisation parfaite des camions
et la connaissance exacte des fenêtres de sécurité sont des indicateurs qui vont bien au-delà d'un simple crime organisé. Un réseau criminel ne cherche pas à attirer l'attention avec une opération aussi bruyante et d'une telle envergure. Ce niveau de planification suggère plutôt une opération géopolitique structurée visant à tester la capacité de l'État à gérer une menace sans même que le pays ne s'en rende compte. Quant à la thèse du trafic criminel transnational, elle a également ses failles. Bien que les méthodes utilisées soient typiques des réseaux criminels, elles n'expliquent pas le caractère géopolitique de l'opération. L'objectif n'est pas simplement de livrer des armes, mais de tester la résilience d'un État, de mesurer la capacité de réaction des autorités et d'évaluer les failles d'un système de sécurité nationale. L'opération ne vise pas uniquement à livrer une cargaison, mais à s'assurer que l'État est capable de détecter et de traiter une menace invisible. À mi-chemin de l'enquête, une révélation cruciale émerge, l'ampleur de l'opération n'était pas seulement une question de nombre de camions ou de volume d'armement, mais de la méthode elle-même. Ce que les autorités avaient pris pour un simple trafic a été transformé en un test de résilience géopolitique. La clé de cette opération réside dans sa capacité à opérer sans être détecté, à se fondre dans la routine logistique quotidienne du pays. Un simple contrôle de routine devient alors un test pour la réactivité de l'État face à une menace invisible. La manière dont les camions ont été répartis, les horaires méticuleusement choisis et les points de contrôle contournés, tout cela suggère un plan d'une précision quasi militaire. Ce ne sont pas seulement des armes qui ont été transportées, mais une question plus vaste, la souveraineté de l'État. Si un réseau peut opérer en toute transparence, à l'abri de la vigilance de l'État, quelle est la capacité de ce dernier à détecter et à neutraliser de futures menaces similaires? Ce tournant dans l'enquête marque un changement d'angle. L'opération ne se contente plus de démontrer un échec sécuritaire, mais révèle un défi fondamental, la capacité d'un État à préserver sa souveraineté face à des menaces invisibles. Les répercussions de cette saisie vont bien au-delà de la simple récupération d'armes. Le Burkina Faso, à travers cette opération, a fait face à un test de sa résilience, non seulement militaire, mais aussi institutionnelle et politique. La première conséquence évidente est la prise de conscience accrue des vulnérabilités du pays face aux menaces extérieures. Ce n'est plus une question de protéger les frontières physiques, mais de surveiller et de détecter les flux invisibles, les réseaux qui évoluent dans l'ombre du commerce quotidien. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré doit maintenant non seulement sécuriser ses points de contrôle traditionnels, mais aussi développer des capacités pour surveiller ces zones grises où les menaces peuvent se dissimuler. La réaction immédiate du gouvernement est une série de réformes visant à renforcer la surveillance aux frontières, mais aussi à améliorer les mécanismes de renseignement. La coopération avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger, devient essentielle. Un réseau de renseignement régional intégré se met en place, permettant une détection plus rapide des mouvements transfrontaliers suspects. L'incident sert de catalyseur pour une coopération accrue au sein du Sahel, où les pays voisins prennent conscience de la menace partagée et de la nécessité de renforcer la sécurité collective. D'un autre côté, la saisie des camions et la révélation de l'ampleur de l'opération ont aussi des conséquences politiques internes. Pour Ibrahim Traoré et son gouvernement, cette crise devient une opportunité de renforcer leur légitimité. La population, même dans les zones rurales, prend conscience de la gravité de la situation et soutient les efforts du gouvernement pour sécuriser le pays. Cependant, ce soutien populaire pourrait être éphémère si les autorités ne parviennent pas à répondre efficacement à cette menace. L'opinion publique sera extrêmement vigilante quant aux résultats de cette opération et l'exigence de transparence et de responsabilité sera plus grande que jamais. À un niveau régional, cette crise a provoqué un effet domino. Le Mali et le Niger, conscients des dangers qui pèsent sur eux, commencent à adopter des mesures de sécurité renforcées. Le Burkina Faso, en réagissant rapidement et de manière décisive, devient un modèle pour ses voisins dans la gestion de menaces invisibles et transnationales. Cependant, cette solidarité ne peut être qu'une première étape. Les pays du Sahel doivent se préparer à une montée en puissance de ces réseaux et à une diversification des méthodes d'ingérence. Enfin,
Au niveau international, la communauté internationale commence à prêter attention à l'incident. Les puissances occidentales, après une première évaluation, réalisent que là, la stabilité du Sahel n'est plus un acquis. Le Burkina Faso, perçu auparavant comme un acteur secondaire, s'affirme désormais comme un pilier central dans la lutte contre les menaces géopolitiques croissantes. La stabilité de ce pays devient un enjeu crucial pour la région, et la coopération avec les puissances émergentes, comme la Chine, la Russie et la Turquie, pourrait renforcer davantage sa position. Cependant, les relations diplomatiques avec les pays occidentaux pourraient se complexifier si le gouvernement burkinabé choisit de se rapprocher davantage des puissances non occidentales. Le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial et les événements des dernières semaines ouvrent la voie à plusieurs scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Chaque choix stratégique aura un impact profond sur la stabilité interne du pays, sa coopération régionale et ses relations internationales. Voici 3 scénarios qui pourraient se dessiner à l'horizon. Dans un premier scénario, le plus optimiste, le Burkina Faso réussit à renforcer ses capacités de sécurité tout en consolidant sa position au sein du Sahel. La coopération régionale avec le Mali et le Niger devient un modèle de solidarité face aux menaces transnationales. Les pays du Sahel établissent un réseau de renseignement intégré permettant une détection rapide et une réponse coordonnée. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré, fort de la confiance populaire, met en place des réformes profondes pour moderniser ses forces de sécurité et diversifie ses partenariats économiques, notamment avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie. Ce scénario offrirait un regain de stabilité non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du Sahel en transformant cette crise en une opportunité de renforcement régional. Dans un second scénario, plus nuancé, le Burkina Faso parvient à stabiliser la situation à court terme, mais des tensions internes se développent pas. La montée en puissance des forces de sécurité et l'accroissement de l'autorité militaire suscitent une opposition politique croissante. Des déséquilibres internes apparaissent, notamment en matière de gestion des ressources et de réformes sécuritaires. Bien que la sécurité soit renforcée, la pression politique augmente et la capacité du gouvernement à maintenir l'unité nationale sera mise à l'épreuve. Les relations avec les puissances occidentales risquent de se tendre à mesure que le Burkina Faso se rapproche davantage de partenaires non occidentaux, ce qui pourrait entraîner des sanctions économiques ou un isolement diplomatique. Enfin, dans un troisième scénario, plus sombre, des forces extérieures exploitent les vulnérabilités du Burkina Faso, ce qui entraîne une déstabilisation majeure. Les tensions sociales et économiques internes sont exacerbées, alimentées par des campagnes de désinformation et des influences extérieures visant à déstabiliser le gouvernement. Les efforts de renforcement de la sécurité échouent à contenir cette montée en puissance des forces opposées. Ce scénario pourrait également mener à des fractures politiques profondes, affaiblissant la cohésion nationale et ouvrant la voie à des conflits internes. Toutefois, paradoxalement, ce climat de crise pourrait forcer le pays à se souder davantage, transformant les défis internes en une opportunité de renforcer l'unité nationale autour de la souveraineté. Dans tous ces scénarios, une chose demeure certaine, la gestion des mois à venir sera déterminante pour l'avenir géopolitique du Burkina Faso. Le pays devra naviguer prudemment, en prenant des décisions stratégiques qui assureront sa stabilité à long terme, tout en renforçant sa souveraineté face aux menaces internes et externes. L'impact de la crise frontalière dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. Il touche les citoyens de tous horizons, de la capitale aux villages reculés. Dans ces moments de tension, l'unité nationale se révèle comme un élément clé de la résilience du pays. La saisie des camions et la manière dont le gouvernement d'Ibrahim Traoré y a répondu montrent que la sécurité nationale n'est pas seulement une affaire de force de l'ordre, mais de chaque citoyen. Chacun a un rôle à jouer dans la protection de la souveraineté de son pays. Les événements de cette crise rappellent à tous que la sécurité ne se construit pas uniquement par des mesures gouvernementales, mais par la vigilance et l'engagement de la population.
Le Burkina Faso a prouvé qu'il pouvait répondre à une menace invisible, mais cette victoire ne sera durable que si chaque citoyen prend conscience de l'importance de sa participation à la défense nationale. Les jeunes, particulièrement, jouent un rôle crucial. Leur capacité à comprendre les enjeux de la sécurité nationale et à s'engager activement dans la préservation de cette sécurité sera déterminante pour l'avenir du pays. L'histoire de cette crise montre également que la solidarité régionale est essentielle. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, doivent avoir dans l'expérience du Burkina Faso un modèle de coopération face à des menaces communes. La sécurité d'un pays du Sahel n'est pas seulement une responsabilité nationale, mais une question régionale qui exige des réponses collectives. Dans ce contexte, chaque individu, chaque famille, chaque village doit se sentir responsable. La souveraineté nationale n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante qui se forge dans la vigilance quotidienne de chaque citoyen. Face à la menace croissante qui pèse sur sa souveraineté, le Burkina Faso doit prendre des mesures concrètes pour renforcer sa sécurité nationale et régionale. Une approche en 4 étapes s'impose pour assurer une défense efficace et durable contre les menaces invisibles. Pour commencer, le pays doit renforcer ses capacités de détection aux frontières. Le pays doit investir massivement dans des technologies de surveillance avancées, des systèmes de détection automatisés, tels que des drones de surveillance, des caméras à haute définition et des logiciels de reconnaissance faciale permettront de surveiller les frontières en temps réel. Cette technologie doit être couplée avec une formation continue pour les forces de sécurité afin de garantir une réponse rapide et efficace aux menaces potentielles. Cela permettra de détecter et de neutraliser les tentatives d'ingérence avant qu'elles n'atteignent le cœur du pays. Ensuite, le Burkina Faso doit consolider la coopération régionale. Le Burkina Faso doit intensifier la coopération avec ses voisins, le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel. La mise en place d'un réseau de renseignement intégré, axé sur l'échange d'informations et la coordination des efforts de sécurité, est essentielle. La menace est transnationale et une réponse collective est la seule manière de la contrer efficacement. Un cadre de coopération sécuritaire renforcé permettra aux pays du Sahel de se soutenir mutuellement face aux dangers communs. Puis, il devient indispensable de réviser les procédures judiciaires et de lutter contre la corruption. Le Burkina Faso doit également réformer son système judiciaire afin de garantir la transparence dans la gestion des ressources publiques, un audit rigoureux des finances de l'État et une gestion transparente des fonds alloués à la sécurité permettront de renforcer la confiance de la population et de l'international. La lutte contre la corruption, notamment au sein des institutions publiques, sera cruciale pour garantir l'efficacité des mesures de sécurité. Enfin, il faut miser sur la sensibilisation et l'éducation civique. Dans cette dernière phase, une large campagne de sensibilisation à la souveraineté nationale et à la vigilance collective est indispensable. Le pays doit éduquer sa population, en particulier les jeunes, sur les enjeux de la sécurité et sur leur rôle dans la protection de leur pays. Une société informée et impliquée est une société résiliente. Ces 4 étapes permettront au Burkina Faso non seulement de renforcer sa sécurité, mais aussi de préserver sa souveraineté à long terme. L'image de Moussa Kaboré tenant la cloche forgée à partir des armes saisies est désormais gravée dans les mémoires. Ce geste, symbolique mais puissant, incarne la résilience et l'unité du peuple burkinabé. Ce n'est pas simplement un objet fabriqué à partir des restes d'une menace, mais un symbole de la détermination collective à défendre la souveraineté nationale. Dans les rues, les villages et au sein des familles, ce moment est perçu comme un acte de résistance, une résistance non seulement politique, mais profondément sociale et populaire. Pour Ibrahim Traoré, ce moment de crise n'est pas simplement une victoire militaire, c'est un catalyseur pour une prise de conscience collective. La véritable victoire réside dans la capacité du peuple burkinabé à se lever face à une menace invisible, à s'unir autour de l'idée de la souveraineté et à se renforcer face à l'adversité. Le défi est désormais clair. Il ne suffit pas de protéger les frontières physiques, mais de cultiver une vigilance partagée, une vigilance qui repose sur la participation active de chaque citoyen. Le son de cette cloche
résonne comme un appel à l'unité, à la responsabilité collective et à la vigilance constante. Le Burkina Faso a fait face à un test et la réponse est claire. L'unité et la détermination du peuple garantiront l'avenir de la nation. L'histoire de la saisie des armes et de la cloche forgée à partir des restes de cette menace n'est qu'un début. Le Burkina Faso a franchi une étape importante, mais la route qui l'attend reste semée d'embûches. Ce moment de crise n'est pas seulement un test pour Ibrahim Traoré et son gouvernement, mais pour chaque Burkinabé. La souveraineté nationale ne dépend pas uniquement des décisions prises à la tête de l'État, mais de l'engagement quotidien de chaque citoyen à défendre et protéger son pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso se tient à un carrefour historique. Ce que nous faisons maintenant, en tant que citoyens, en tant que communauté, déterminera le futur de notre nation. Chaque petit geste compte, que ce soit par une vigilance accrue, un engagement actif dans la sécurité de la communauté ou un soutien aux actions du gouvernement. Alors, engagez-vous, participez aux discussions sur la sécurité, soyez actifs dans la protection de vos communautés et soutenez la vision d'un avenir où le Burkina Faso reste maître de son destin. L'unité, la transparence et la solidarité ne sont pas des idéaux lointains, mais des actions concrètes que nous pouvons mener tous les jours. Ensemble, redéfinissons ce que signifie être souverain, être libre et être responsable.